Allez, coucou tout le monde, on se retrouve à Malte où j'ai posé mes valises pour une petite semaine et je vais en profiter donc pour te faire des petites vidéos que je vais mettre sur YouTube. Et donc là, je vais te parler de est-ce qu'il faut être propriétaire ou est-ce qu'il faut être locataire de sa résidence principale. J'avais fait un live à ce sujet, ce live s'est perdu et donc là on va trancher donc une bonne fois pour toutes. On va l'inscrire et le graver sur YouTube, comme ça tu pourras y revenir quand tu voudras. Et donc à la fin de cette vidéo, tu sauras s'il faut être propriétaire ou pas de sa résidence principale. Je vais te donner une réponse claire, une réponse nette et une réponse très précise pour que tu puisses toi trancher par rapport à ta situation personnelle. Alors déjà, si tu te poses la question, c'est que tu souhaites donc investir avec le concours donc du crédit d'un partenaire financier et tu te poses la question si ta résidence principale tu vas l'acquérir par le biais d'un crédit, parce que si tu achètes ta résidence principale cash ou si tu en hérites par exemple, j'ai envie de te dire que tu n'as pas de problème parce que la charge de ta résidence principale ne va pas interférer dans ton taux d'endettement de tes investissements immobiliers locatifs. Donc déjà on évacue une partie du problème. Et on aurait envie de te dire que la réponse magique, c'est achète cash ta résidence principale et ça n'interférera en rien dans tes investissements locatifs. Si ce n'est que tu te prives d'un patrimoine qui était liquide et qui te permettait par exemple de faire de la levée de fonds. D'accord ? Donc on va tout de suite éluder donc cette partie de la problématique et se concentrer sur un investissement classique, c'est-à-dire je veux faire du crédit pour de l'investissement immobilier locatif et je veux faire un crédit pour investir dans ma résidence principale. Donc déjà, pourquoi on te parle de ça ? Parce que le banquier établit donc des règles du jeu pour savoir à qui il prête. D'accord ? Aujourd'hui, les taux immobiliers sont en dessous d'1%. Donc mets-toi à sa place. Imagine que demain, la rentabilité locative de ton business tourne en dessous d'1% de rentabilité. Déjà, est-ce que tu continues à faire de l'immobilier locatif ? C'est pas sûr, parce qu'il y a trop de risques. Si tu loues à quelqu'un qui ne te paye pas, ça va pas être évident. Et en dessous d'1%, il y a très de fortes chances que le risque d'impayé soit supérieur à la rentabilité. Donc ça se trouve, tu t'embêterais même plus à louer. Et le banquier, lui, continue à s'embêter à prêter. D'accord ? Donc c'est normal qu'il soit très drastique. Le jour où toi, il y aura 1% de renta en immobilier, en locatif, peut-être que tu seras très très difficile et très sélectif sur les profils que tu vas prendre comme locataire. Tu demanderas peut-être un fonctionnaire où tu es sûr qu'il sera payé avec la caution de ses grands-parents, la caution de l'État, la caution d'un organisme cautionnaire. Enfin, tu lui demanderas la totale. Le banquier, tu vois que c'est un peu pareil. Les taux sont tellement bas qu'il est très très difficile. D'accord ? Donc il faut bien rentrer dans les clous et il faut bien comprendre les règles du jeu et notamment le scoring. Donc le scoring bancaire, donc ce sont les règles du jeu. Le banquier va te noter, comme un professeur note ses élèves pour savoir à qui il va prêter et à qui il ne va pas prêter. Et donc une des règles d'or en scoring pour le banquier, c'est qu'il va prêter aux gens qui sont propriétaires de leur résidence principale. Bon, c'est peut-être bête, c'est pas bête, je ne sais pas, mais pourquoi il fait ça ? Parce que ta résidence principale, c'est un actif qui est sécurisé et qui a une valeur. C'est-à-dire que s'il y a une catastrophe, ta résidence principale, elle a une valeur, on peut la vendre et récupérer du cash et solder une partie du crédit que tu as fait si ton investissement locatif, par hasard, ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une sécurité pour le banquier. Donc le banquier, il regarde que le placement soit très sécure pour lui et donc il va te demander d'avoir une résidence principale. Et de plus en plus, donc même depuis très récemment, il y a des banques qui ne prêtent que si tu es propriétaire de ta RP. Et donc il y en a de moins en moins qui vont te prêter si tu n'es pas propriétaire. Donc c'est pas une règle générale, mais bon, tu vas te rendre compte que si tu es propriétaire de ta RP, ça t'avantage beaucoup par rapport à quelqu'un qui n'est pas propriétaire de sa RP. Donc si tu n'es pas propriétaire de ta RP, déjà ça coince ce niveau scoring. Et après le scoring, c'est une moyenne. Donc si le plateau de la balance est en ta défaveur, il va falloir mettre autre chose dans l'autre plateau pour pouvoir équilibrer et que le banquier puisse te prêter. Donc si tu n'es pas propriétaire de ta RP, si tu n'es pas en CDI, si tu n'as pas d'épargne, si tu as des comptes dégueulasses, tu te rends compte que ça déséquilibre vraiment dans le sens où on va te dire non. D'accord ? Donc après, il faut compenser. Donc, si tu es propriétaire de TRP
avec le concours d'un crédit, tu as ce qu'on appelle le taux d'endettement. Et donc ça, c'est la deuxième chose qui va compter dans le scoring. Donc forcément, si tu as ta RP avec le concours d'un crédit, ton taux d'endettement déjà, il va être grignoté. Le taux d'endettement, c'est la somme de tous les crédits que tu rembourses tous les mois à la banque par rapport aux revenus qui rentrent. D'accord? Donc si tu as un crédit sur ta RP, tu as mangé cette capacité d'endettement. Et c'est pour ça que certains te disent qu'il ne faut pas être propriétaire de ta RP pour avoir une grosse capacité d'emprunt. Donc je vais te prendre un petit exemple tout simple pour que tu comprennes bien. Imaginons que tu as 2000 € de revenus par mois. Donc ta capacité d'emprunt, le banquier va partir sur 33%. Et 33% max de 2000 €, ça nous fait 667 € par mois de capacité d'emprunt. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas pouvoir aller jusqu'à cette capacité max de remboursement d'emprunt de 667 €. Donc, si tu as un crédit pour ta RP, ça va manger cette capacité d'épargne. Donc imaginons que tu gagnes donc 2000 € par mois, tu as emprunté pour une RP qui vaut 100 000 € sur 20 ans, donc ça te fait un crédit par mois de 490 €, presque 500. Et tu vois que sur ces 667 € de capacité d'épargne, si tu as presque 500 € qui vont déjà rembourser ta RP, ta capacité d'épargne, ce qui te reste, c'est pas grand chose, c'est un peu plus de 150 € donc par mois de crédit en plus que tu peux rajouter. Et avec 150 € par mois, un peu plus de 150 € par mois, sur 20 ans, ça te fait un bien de 36 000 €. Donc tu vois, tu peux être vite en fait empêché d'investir. Cette première marge peut être vite atteinte si tu as déjà donc ta RP. Donc c'est pour ça que certains te disent qu'il ne faut pas l'avoir. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ta RP, elle doit être en fonction et elle doit être en adéquation avec ta surface financière. Si tu gagnes 2000 € par mois, il ne faut pas avoir une RP, il ne faut pas avoir un château. D'accord? Il faut avoir une RP qui est en adéquation avec ta surface financière. Si tu peux, c'est faire un apport pour investir dans ta RP pour réduire ta mensualité. C'est de faire un crédit long sur ta RP et c'est éventuellement, et ça on va le voir à la fin de la vidéo, d'avoir des revenus supplémentaires. Donc plus tu as de revenus supplémentaires, plus tu vas être avantagé pour avoir un crédit. Et donc ça peut être par exemple d'avoir des locataires avec ta RP par exemple, d'accord, ou d'avoir une partie que tu loues à Airbnb, ça te fait des revenus en plus. Donc ça on va le voir plutôt donc à la fin de la vidéo. Donc là tu vois, je viens de faire le récapitulatif, tu as envie de te dire t'es pas plus avancé, est-ce que je suis locataire, pas locataire? Écoute, il y a des avantages, des inconvénients, et au final ça peut me mettre des boulets d'être propriétaire en fait, parce que ça bouffe ma capacité d'épargne. Donc tu as envie de me dire je préfère rester locataire. Mais un des troisièmes éléments que le banquier va prendre en compte dans son scoring, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Et donc tu vas voir qu'en fait c'est un faux problème, l'histoire d'être locataire ou pas. Parce que le loyer que tu vas verser au propriétaire tous les mois, c'est une charge. Et le banquier, même s'il ne le compte pas dans ton taux d'endettement, il va le compter dans ton reste à vivre. Et oui, c'est pas magique. Donc le reste à vivre, c'est quoi? Ce sont tes revenus que tu encaisses tous les mois, moins les dépenses obligatoires, les dépenses qui sont contraintes. Et donc, ça peut être les crédits que tu as, le crédit voiture, le crédit pour ta maison, par exemple, les impôts, ça c'est obligatoire, mais c'est aussi tes charges incompressibles. Et le loyer, c'est une charge incompressible. Donc même si tu n'es pas propriétaire, mais que tu es locataire, le banquier, à un moment, dans ton reste à vivre, il va intégrer ce loyer. Et donc, si ton reste à vivre est trop petit, et même si tu n'as aucun crédit à côté, ça peut être un point rouge sur ton scoring qui fait descendre ta note et qui fait que le banquier ne va pas te prêter. Donc tu vois, c'est un faux prétexte le coût de la résidence principale, parce que dans le reste à vivre, ça peut impacter aussi ton scoring, le fait d'être locataire et d'avoir un loyer à payer tous les mois. Donc là tu vas me dire, mais je peux ne pas être propriétaire et ne pas avoir de charge de loyer. Par exemple, si je suis en casernement, tu es gendarme, tu es militaire, tu es pompier et tu vis en caserne et tu n'as pas de loyer à payer. Donc là c'est le seul cas, et c'est ça qui fait que cette problématique a été un peu détournée. C'est le seul cas où, si tu es dans une carrière longue en casernement, où on peut considérer que tu n'as pas de charge
de loyer à verser et que ton taux d'endettement, bah, il va être vachement amélioré parce que tu n'as pas de crédit pour ta résidence principale. D'accord? Mais ça a des limites. Et il y a des banques, et tu vois, j'ai des très bons dossiers qui sont passés en courtier où bah, les gens sont fonctionnaires, hein, typiquement gendarmes par exemple, et où le dossier a été refusé parce que la personne n'a pas de résidence principale. Alors qu'en fin de compte, elle n'a pas de loyer à payer et elle n'a pas de crédit à payer. Mais tu vois, le scoring parfois est absurde. Ce sont des règles du jeu que le banquier ne maîtrise pas. Il faut cocher des cases sur l'ordinateur et ça te dit oui, ça te dit non. Autre petite chose, on me dit, Alexandre, moi je suis logé à titre gratuit, j'habite chez mes parents. Bah, c'est exactement le même problème. Si tu habites chez tes parents parce que tu as une vingtaine d'années, tu fais un crédit sur 25 ans, sur 20-25 ans, à 45 ans ou 50 ans, tu ne vivras plus chez tes parents. Donc le banquier d'office, il va te mettre une charge dans ton reste à vivre pour un hypothétique loyer le jour où tu vas partir de chez tes parents. Tu ne peux pas être logé à titre gratuit à vie. Donc encore une fois, là on touche un petit peu les limites de ce scoring et donc de ce reste à vivre, de ce taux d'endettement. Donc tu vois, c'est une balance à plusieurs plateaux et il va falloir trouver le bon équilibre par rapport à ta situation. Donc tu vois que tu n'es pas plus avancé en fait encore, et là j'ai pas pu t'apporter de réponse vraiment définitive. Ce que j'ai envie de te dire pour aiguiller donc ton cheminement, c'est de regarder la rentabilité locative de là où tu habites. Mais là tu comprends plus rien, tu me dis mais Alex tu déconnes, là on parle de résidence principale, pourquoi tu viens me parler de renta locative de là où je veux habiter? Et bien en fait c'est tout simple, tu as plusieurs types de villes en France, de lieux où tu peux habiter, et la rentabilité locative, elle peut avoir un impact par rapport à ta résidence principale et par rapport à ton choix de stratégie, tu vas le comprendre très très vite. Donc imaginons que tu habites dans une grande ville, en général dans une grande ville, en Bordeaux, Paris, la rentabilité locative elle est très basse, par exemple peut-être autour de 3-4%. Et donc ça veut dire quoi quand la rentabilité locative elle est très très basse? Et bien ça veut dire qu'en fait, si tu achetais ta résidence principale dans ces villes-là, hein, bah bien souvent, le crédit que tu vas consacrer, vu que la rentabilité locative est très basse, il va être supérieur par rapport à un loyer que tu vas devoir verser. Par exemple, j'en sais rien, un appartement sur Paris, bah, tu as vite fait d'avoir un loyer, j'en sais rien, à 600 € par exemple, si tu as si tu as trouvé une bonne affaire. Par contre, si tu devais acheter le même bien, et bah, peut-être que le crédit que tu vas rembourser tous les mois, bah, il serait de 800 € par mois. Donc tu vois que là, niveau reste à vivre, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant d'être locataire dans une grande ville. D'accord? Tu ne viens pas empirer ta situation personnelle. Et au contraire, si tu habites dans une zone où la rentabilité locative est très très grande, hein, est très très haute par exemple, bah, qu'est-ce qu'il en est si on fait le même cheminement? Et donc là, je t'ai fait un petit exemple. Une rentabilité à 9%, donc dans une ville moyenne. Hein, bah ton appartement, si tu trouves un appartement à 50 000 € dans cette ville-là, bah tu te rends compte que, par exemple, tu aurais un crédit de, je t'ai calculé, de 243 € pour être propriétaire. D'accord? Le loyer, si tu calcules 9% d'un appartement à 50 000, bah le loyer sera 375. Donc tu te rends compte que si tu es dans une ville où la rentabilité locative elle est haute, ton crédit que tu paierais tous les mois, eh ben, il serait inférieur à ton loyer. C'est-à-dire qu'en étant propriétaire, ici, eh ben, ton reste à vivre augmente et donc tu es avantagé. Donc il faut regarder la rentabilité locative par rapport à la zone où tu achètes. Ça peut être un levier supplémentaire pour te diriger vers est-ce qu'il faut être propriétaire ou est-ce qu'il faut être locataire. Donc le lieu, donc si on récapitule, le lieu où tu habites bah, va impacter ta stratégie. Donc j'ai envie de te dire, c'est au cas par cas, il n'y a pas de sur-mesure qui va aller à tout le monde. Donc suivant que tu habites à Paris, Bordeaux, Nice ou que tu habites dans la Creuse ou dans une toute petite ville en province, eh ben, ça va avoir un impact sur ta stratégie. Et comme je te dis toujours, en immobilier, il n'y a pas de règles, on ne fait que du sur-mesure.
Et moi, je vais te dire comment j'ai fait moi. Donc moi, là-bas, j'étais locataire et je voulais être propriétaire de ma ARP et faire du locatif. Et donc, bah, moi, j'ai mixé les deux. C'est-à-dire qu'avant ma première opération, j'étais locataire. Donc mon taux d'endettement était bon, mais j'avais un reste à vivre qui était mauvais parce que j'avais un loyer à payer. Et ben moi, j'ai fait 2 en 1. C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai fait construire ma maison, que j'ai divisé en 2, donc j'avais un bâtiment sur un terrain et sur ce terrain il y avait une partie que j'habitais et une partie que j'ai mis en location. Et la partie que j'ai mis en location, elle m'a payé la totalité des crédits que j'avais sur cette parcelle-là. Et donc au final, j'ai effacé l'effort de loyer puisque mon locataire payait ma résidence principale. Et donc j'ai fait d'un inconvénient un avantage. Et donc, je n'avais plus ce problème-là de résidence principale. Est-ce qu'il faut être propriétaire, pas propriétaire, locataire, pas locataire. J'étais propriétaire de ma RP et mon locataire me payait ma RP. Donc, j'ai tout simplement effacé le problème. Et ça peut être pour toi une opportunité, j'en sais rien, si tu achètes un immeuble de rapport, de vivre dans un des appartements. Et tu vas voir qu'au final, tu n'as plus d'effort de loyer à faire puisque sur cette opération, c'est tes locataires qui vont t'héberger et donc tu pourras enchaîner les biens parce que ton banquier va prendre en compte cette situation. Enfin, la résidence principale, ça peut être, donc comme je t'ai dit, une sécurité au niveau de ton banquier, puisqu'en fait c'est de l'épargne forcée. Le banquier il le considère comme ça, c'est-à-dire que quand tu rembourses un crédit tous les mois, tu viens amortir le bien et donc le capital restant dû diminue au fil du temps. Hein, c'est-à-dire que quand tu es propriétaire et que tu vends ta résidence principale, le notaire il te fait un chèque, il rembourse d'abord la banque et si tu le vends plus cher, le notaire te fait un chèque. Donc tu achètes un bien 100 000 €, tu restes 10 ans dedans, tu as fait un crédit sur 20 ans, il te reste 50 000 € à rembourser à la banque. Même si tu vends ton bien 100 000 €, le même prix que tu l'as acheté, le notaire te fait un chèque de 50 000. Que si tu as été locataire pendant 10 ans, quand tu t'en vas, à l'état des lieux, ton propriétaire il te dit pas attendez, je vous fais un chèque de 50 000 parce que vous êtes resté dans l'appartement. Tu repars avec rien du tout dans tes poches. Donc, il faut voir que la résidence principale, c'est aussi de l'épargne forcée. C'est-à-dire que le jour où tu la revends, et donc c'est une réserve pour de l'arbitrage. Et le gros intérêt de la résidence principale, si tu as fait vraiment une bonne affaire, c'est que tu as de la plus-value latente qui t'attend. C'est-à-dire que le prix de ta résidence principale va augmenter par rapport au prix où tu l'as acheté. Tu vas donc faire de la plus-value si tu as bien acheté au début. Et l'avantage de la résidence principale, c'est que la plus-value n'est pas taxée. Donc tu as de la plus-value nette dans la poche et c'est vraiment un des gros avantages de la résidence principale. C'est une réserve de cash pour faire de l'arbitrage. Donc tu vois bien que si on fait une conclusion donc à cette vidéo, tu sens bien que dans 95% des cas, 90% des cas, il va falloir être propriétaire de ta résidence principale pour pouvoir enchaîner, pour pouvoir avoir accès au crédit, pour pouvoir faire de l'investissement immobilier locatif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, écoute, je t'invite à t'abonner donc à la chaîne YouTube. Donc je publierai des vidéos sur cette chaîne. Si tu n'es pas dans le club des rentiers, donc la plus grande communauté Facebook, je t'invite à t'inscrire. On t'accueillera avec grand plaisir. Et si tu as besoin d'infos, tu peux m'envoyer un petit mail, alexandre@clubdesrentiers.fr et je te répondrai avec grand plaisir. Donc je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.